Malienne annonce un lourd bilan autour d'Anefis. On parle des centaines de terroristes tués. Olivier, est-ce que la bataille est déjà terminée dans cette localité du nord du Mali? Non, la bataille ne peut pas être terminée parce que vous savez que ce soit à Anefis ou dans la plupart, donc sur le territoire du Mali, et le régime en place, la junte en place n'arrive pas à contenir la menace et à l'éradiquer. Et vous et moi, nous savons que voilà, donc les attaques sont devenues pratiquement régulières. À chaque mois ou à chaque 2 mois, il y a une attaque d'envergure dans ce pays-là. Et la question qu'on se pose, et voilà, les renseignements maliens, qu'est-ce qu'ils font réellement pour pouvoir donc éviter ou du moins pouvoir anticiper ces genres d'attaques? Parce que la plupart du temps, vous voyez que les djihadistes, les terroristes arrivent à pénétrer le dispositif sécuritaire qui est en place autour des camps militaires, autour des villes donc les plus importantes comme Anefis et les autres. Et donc le Mali est devant une situation tellement compliquée. Et c'est vrai, il y a plusieurs analyses qui disent que les autorités actuelles ont pratiquement échoué. Mais je pense que la menace, elle est multiforme, elle est une menace qui vient donc de partout, bien organisée. Vous verrez des djihadistes ou des terroristes qui donc utilisent des drones de dernier cri, utilisent des technologies de guerre de dernier cri. Donc on se demande d'où donc ils tiennent tout cela. D'accord? Donc et le peuple malien a un défi donc en face de lui, c'est de pouvoir aider le régime, le pouvoir en place à faire face et à combattre efficacement ces djihadistes. Sinon, le bilan est lourd, vous l'avez dit, et plusieurs morts, et plusieurs militaires ou soldats maliens qui ont perdu la vie. Donc, dans ces... Tu n'as pas parlé des soldats maliens ayant perdu la vie, mais des terroristes qui ont été tués par l'armée malienne. C'est selon l'annonce des FAMA. Olivier, quelles peuvent être les conséquences d'une éventuelle perte de cette localité sur les positions de l'armée malienne dans le nord du pays? Oui, les conséquences seront, vous savez, les batailles qui se passent aujourd'hui, c'est le contrôle des goulots ou le contrôle des points stratégiques du pays. Parce que les djihadistes, aussi bien que l'État, donc, ont besoin d'avoir le contrôle donc, du territoire et des villes les plus importantes, les plus stratégiques, afin donc d'organiser donc leurs attaques et de pouvoir en réalité avoir une base arrière forte pour pouvoir faire sauter les goulots d'étranglement. Et l'essentiel, je crois que ce que ces groupes-là cherchent, c'est de prendre Bamako ou d'attaquer la capitale. Oui, la capitale. Donc, leur positionnement, leur attaque, si vous suivez bien, ce sont des villes importantes, des points stratégiques. Et ce n'est pas choisi au hasard. C'est choisi par rapport à un objectif militaire précis. C'est de pouvoir porter un coup fatal ou un coup important à la capitale, là où est concentré les institutions donc, de l'État et aussi les organes importants donc, de l'État. Et c'est ce que ces groupes-là cherchent. Mais je crois que l'État malien, le pouvoir actuel ou le pouvoir en place est aussi conscient donc, de cette menace et est organisé pour pouvoir répondre. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup donc, de chemin à faire parce que le pouvoir malien qui a aujourd'hui des partenaires comme le groupe Wagner, anciennement Wagner, aujourd'hui Africa Corps, et les Russes avec tout le matériel et toute leur expérience, mais n'arrivent pas toujours à en tout cas endiguer
ou du moins, voilà, donc effacer cette menace-là. Et il faut peut-être, on peut dire que les lendemains ne sont pas, en tout cas, chantants ou meilleurs, ne seront pas meilleurs pour le Mali avec ces attaques qui se répètent. Bouraïma, l'armée malienne annonce un lourd bilan, mais face aux vidéos diffusées par les groupes armés montrant des soldats capturés, quelle lecture vous faites de ces communiqués officiels de l'état-major? Non, c'est tout à fait normal. L'état-major devrait faire ce communiqué pour pouvoir montrer qu'il a quand même eu une victoire par rapport à cette situation. Et puis c'est clair, parce que depuis, il y a certains qui estimaient que depuis, il n'y a plus de victoires. L'État malien n'arrive plus quand même à avancer par rapport à l'insécurité qui règne dans le pays. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Ils ont eu quand même à poser cet acte, à éliminer au moins 200 malfaiteurs, 200 djihadistes. Et du côté des djihadistes également, il y a des images qui circulent par rapport aux captures des soldats maliens. Ça, c'est tout à fait non. C'est vrai qu'au niveau de l'état-major malien, on n'a pas eu à communiquer par rapport à cela. Des soldats maliens qui ont été capturés. Toujours est-il qu'il faut quand même comprendre, au niveau du Mali, ça veut dire que rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Certes, avec ce qui est arrivé, avec ces frappes, avec fait en matière de... En matière de sécurité, rien n'est encore fait. Ce n'est pas encore ça. Mais il faut apprécier ce coup fatal donné aux djihadistes par l'état-major malien. Ça, ça montre qu'il peut quand même continuer par sécuriser le pays. Mais jusqu'à quand? Parce que à tout moment, tout peut arriver au niveau du Mali, un territoire qui est très vaste. Et puis, des fois, les djihadistes occupent une partie du territoire. N'oubliez pas que dans cette région de Kidal, l'armée malienne avait occupé cette partie. Après, c'est les djihadistes qui ont pris. Et récemment, vous avez vu ce qui s'est passé avec des incursions au niveau de la capitale. Olivier le disait tantôt. Et c'est l'objectif en réalité de ces djihadistes, soutenu par ce que nous savons. Donc, nous, on estime que l'État malien aujourd'hui a un défi énorme. Le défi de la sécurité, il est très important, mais même si on peut considérer que l'élimination de ces 200 djihadistes est une victoire, il faut dire que ce n'est pas encore ça. Lorsque nous lisons, lorsque nous faisons des recherches, nous avons des informations au niveau du Mali, ce n'est pas encore ça, mais c'est bien quand même que ces gens de victoire... C'est un début. C'est un début, soit quand même encouragé, parce que le Mali ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui par rapport à l'insécurité au niveau du territoire, parce que nous savons comment ça se passe, nous savons que des gens avaient des ambitions par rapport à ce pays, et c'est eux qui ont fabriqué ces djihadistes de toutes pièces, ça on le sait, puis c'est factuel, ils ont fabriqué ces djihadistes de toutes pièces, mais on espère quand même qu'avec la confédération ou l'unité qu'il y a au niveau des trois pays, ils de vont... l'AES, vous voulez dire? Je vais parler de l'AES. Ils vont quand même se retrouver, aider le Mali à s'en sortir et aider pratiquement les trois pays de l'AES à s'en sortir pour quand même éviter que certains se réjouissent, parce que ceux-là qui ont initié de ces gens de Tupi se réjouissent. Alors, Credo, comment est-ce que vous expliquez la difficulté d'obtenir les bilans des pertes fiables, impartiaux de part et d'autre dans cette zone de conflit au Mali? Non, mais il faut dire que c'est vrai, vous l'avez dit, la bataille autour d'Anefis confirme la difficulté d'avoir des bilans assez fiables. Des bilans assez fiables parce que si vous considérez les autorités militaires du Mali, pour ces autorités militaires, donc, ça donne l'impression qu'ils poursuivent les ratissages afin de sécuriser l'axe Gao-Kidal, où se trouve Anefis dans la région de Kidal précisément.
Mais également, il y a un autre discours de la part de ces terroristes, et ce discours tend à présenter la situation, la localité, comme un point de fragilisation même du pouvoir, du dispositif malien militaire dans le nord du pays. Maintenant, c'est que pour Bamako, aujourd'hui, lorsqu'on dit pour Bamako, c'est pour les autorités pour les autorités maliennes, l'enjeu dépasse même, ou bien dépasserait même le seul stade d'Anefis, parce que l'enjeu est beaucoup plus global, c'est national, parce que il faudrait que cette armée arrive à sécuriser toutes les régions du Mali afin de s'estimer contrôler toute la situation. Mais il y a également un fait très important, il faudrait encourager déjà l'état-major, bien les forces armées maliennes qui, à partir de 35 frappes aéroterrestres, sont arrivées à neutraliser 200 terroristes. 200 terroristes, donc je crois que c'est déjà un chiffre assez conséquent. Maintenant, quitte à cette armée aux FAMA de travailler beaucoup plus sur les renseignements afin de pouvoir neutraliser un si grand nombre de ces terroristes. Vous savez, il y a également un point qu'on ne doit pas occulter. Du côté, c'est vrai, les chiffres qui sont annoncés par l'état-major donnent juste une indication de l'ampleur de la bataille autour du théâtre de guerre, mais également il va falloir que on puisse communiquer assez vrai pour informer les autorités. Mais vous savez, lorsqu'on est dans ce type de communication militaro-politique, c'est que naturellement, il ne faudrait pas tout révéler au risque de se fragiliser devant la force ennemie. Donc, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre sécuritaire sur le terrain et d'une autre guerre informationnelle? Oui, non seulement informationnelle, mais c'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication parce qu'il y a le théâtre de la réalité, mais chacun voudra communiquer. Et vous voyez, si vous appréciez même la célérité avec laquelle les deux côtés s'obstinent à communiquer sur les exploits, donc c'est là où vous allez voir que au-delà des vraies réalités sur le terrain, il y a l'aspect communication qui compte. Et l'aspect communication, lorsque c'est bien huilé, ça déstabilise psychologiquement l'adversaire qu'on a en face. Donc c'est pour ça, au début, vous allez voir que c'est seulement les groupes terroristes qui communiquaient sur leurs exploits. L'armée malienne faisait toujours appliquer ce droit de réserve, disons, cette propension à ne pas communiquer parce que toute armée est assimilée à une grande muette. Mais ils ont vu que s'il y a de l'intoxication sur le terrain, donc les populations ne vont plus beaucoup collaborer. Et vous savez, lorsqu'on parle des renseignements, le soubassement de tout système de renseignement, ce sont les populations à la base. C'est vrai que dans une autre mesure, on parlera des renseignements militaires, mais il y a ce qu'on appelle les renseignements civils. Ce sont les habitants des localités qui remontent les premières informations aux forces armées maliennes qui vont élaborer des stratégies d'anéantissement des adversaires qu'ils ont en face. Donc, il faut encourager les forces armées maliennes, leur dire 35 frappes aéroterrestres, c'est déjà bon, mais ils peuvent faire mieux parce que, vous savez, la région de Kidal, c'est une région assez stratégique, c'est un point stratégique. Olivier Adia lui disait, donc si on arrive en tant que forces armées maliennes à posséder sur le plan sécuritaire cette région, je crois que ça va déboussoler les forces ennemies en présence.